Donc, je vais en effet vous présenter, comme l'a dit Michel Bonsin, plusieurs éléments dans cette présentation. Tout d'abord, comme on m'a demandé, je vais essayer de dresser un portrait au niveau mondial de la nature, de la prévalence et aussi des conséquences de la violence basée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre en milieu scolaire. Donc, j'ai vu qu'il y a des participants qui viennent pas seulement du Canada, donc peut-être que vous aurez des données concernant vos pays respectifs. Un autre objectif, c'est de vous présenter ce qui fonctionne pour lutter contre cette violence, c'est-à-dire à la fois la prévenir et aussi y répondre quand elle survient. Donc, je présenterai les différentes composantes de ce que nous, à l'UNESCO, nous appelons une approche éducative globale. Et puis, en fait, cette approche éducative globale, ces données, elles se basent sur le travail que l'UNESCO a accompli depuis 10 ans. Michel Bonsin y a fait référence. Donc, j'expliquerai très brièvement ce que l'UNESCO a fait et pourquoi aussi nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Je prendrai des questions pendant la présentation, après la première partie sur l'état des lieux, et puis ensuite, après la deuxième partie, sur les réponses du système éducatif. Alors, juste pour commencer, je voudrais préciser, alors je ne vais pas revenir sur ce que Michel Doré a déjà présenté, je veux juste insister sur quelques points qui sont importants par rapport à la terminologie que je vais utiliser dans la présentation, en particulier sur la question d'expression de genre. Donc, comme l'a expliqué Michel Doré, vous savez que ça renvoie beaucoup aux notions de masculinité, de féminité, la façon dont chaque personne décide d'exprimer cette masculinité ou cette féminité ou de ne pas les exprimer. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un concept qui est très intéressant et important quand on parle des violences en milieu scolaire, parce que comme je l'expliquerai un petit peu plus, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui sont victimes de violences, pas à cause de leur orientation sexuelle, pas à cause de leur identité de genre, mais parce qu'ils sont perçus par d'autres élèves ou par des membres du personnel comme non conformes aux normes de genre imposées par les sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, c'est vraiment important de garder ce concept en tête quand on parle de violence en milieu scolaire. Et alors, en ce qui concerne les acronymes, moi, j'utiliserai LGBTI, même si, comme Michel Doré l'a expliqué, il y a beaucoup d'autres acronymes maintenant. C'est l'acronyme sur lequel on s'est mis d'accord au niveau des Nations Unies, parce que le reste évolue tellement rapidement que pour l'instant, on s'en tient à ça. Et j'utiliserai parfois l'acronyme OSIEG, orientation sexuelle et identité ou expression de genre, parce que dire orientation sexuelle et identité ou expression de genre, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, au siècle, c'est l'équivalent d'un autre acronyme qui est très utilisé en anglais, SOGI. Bon, au siècle est un peu moins utilisé, mais je l'utiliserai de temps en temps. Maintenant, en ce qui concerne les définitions relatives aux violences en milieu scolaire. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Quand l'UNESCO se réfère aux violences en milieu scolaire, d'une part, nous nous référons aux violences entre les élèves et d'autre part aux violences qui sont commises par des enseignants et d'autres membres du personnel des établissements éducatifs contre les élèves. Ces violences comprennent les violences physiques, les violences psychologiques, y compris par exemple les agressions verbales ou l'exclusion d'un groupe, et les violences sexuelles. Vous voyez sur la droite de la diapositive un diagramme où sont représentées ces différentes formes de violence. Donc, ces violences, elles peuvent survenir de façon ponctuelle,
elles peuvent être subies de façon ponctuelle par un élève, mais elles peuvent être aussi subies de façon répétée. Et dans ce cas, on parle de harcèlement. Donc au Québec, vous utilisez intimidation. Bon, moi, dans le contexte français, on utilise harcèlement, c'est le terme que j'utiliserai. Le terme d'harcèlement ou intimidation, en dehors de la notion de répétition, implique d'autres éléments, comme par exemple le déséquilibre des rapports de force, l'intention de nuire, même si ces concepts sont un petit peu remis en question maintenant. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on parle de violence en milieu scolaire, on ne parle pas seulement de ce qui se passe dans les classes, dans les cours de récréation, dans les toilettes, dans les couloirs. On parle aussi de ce qui se passe aux alentours des établissements, sur le trajet entre l'école et la maison, par exemple dans les bus scolaires, et puis aussi évidemment maintenant beaucoup en ligne. Donc ça, c'est aussi important de garder ça en tête. Donc ici, moi, je vais parler uniquement des violences qui sont commises entre élèves ou contre les élèves. Je ne vais pas parler des violences que peuvent subir les enseignants LGBTI, même si on est conscient que ces violences peuvent exister, mais à l'UNESCO, on se concentre sur les violences dont sont victimes les élèves, et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Alors, donc pourquoi est-ce que l'UNESCO s'intéresse aux violences en milieu scolaire et notamment à celles qui ciblent les élèves LGBTI? Eh bien, dans le domaine de l'éducation, l'UNESCO a pour mandat de soutenir ses États membres pour assurer l'accès pour tous à une éducation de qualité et inclusive. C'est l'objectif de développement durable numéro 4. Et l'une des cibles de pour cet objectif, c'est d'ailleurs de fournir à tous un cadre d'apprentissage sûr, non violent, inclusif et efficace. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sait que la violence en milieu scolaire, en raison de ses conséquences négatives sur les élèves, sur lesquelles je reviendrai plus tard, est un obstacle majeur à l'accès à une éducation de qualité. Non seulement pour les élèves qui en sont victimes, mais aussi pour les autres élèves, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Les violences fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre sont, quant à elles, étroitement liées à la discrimination dont font objet les enfants, les adolescents, les jeunes LGBTI. Elles les visent parce qu'ils sont souvent exclus dans la société et ces violences les excluent encore plus dans le cadre scolaire. Donc, ces violences dans le milieu scolaire sont des violences exclusives que je pourrais qualifier d'exclusives. Et donc, quand ces violences visent des élèves qui appartiennent à des groupes vulnérables, comme les enfants, les adolescents, les jeunes LGBTI, eh bien, il est absolument impossible pour les gouvernements de garantir à ces jeunes une éducation de qualité. Donc, voilà pourquoi l'UNESCO, justement, a travaillé sur les violences en milieu scolaire, sur les violences qui visent des groupes vulnérables, dont les jeunes LGBTI, parce que ça s'inscrit parfaitement dans notre mandat, qui est de garantir l'accès au droit universel et fondamental à l'éducation. Alors maintenant, juste une diapositive pour résumer ce que l'UNESCO a fait au cours des 10 dernières années. Nous avons commencé il y a 10 ans en organisant la première consultation internationale des Nations Unies sur le harcèlement homophobe en milieu scolaire. Les données recueillies lors de cette consultation ont permis de publier en 2012 un document dont vous voyez la couverture sur la diapositive, Réponse du système éducatif au harcèlement homophobe. Et c'était la toute première publication des Nations Unies sur ce sujet. En 2013, nous avons lancé une initiative mondiale de plusieurs années pour compiler des données dans plusieurs régions du monde
pour appuyer une mobilisation dans différentes régions, là encore, et pour aussi appuyer un certain nombre de pays pour la révision de leur politique, de leur programme, de leur matériel pédagogique. En 2016, l'UNESCO a été une nouvelle fois à l'avant-garde en organisant à Paris, au siège de l'UNESCO, la première réunion ministérielle sur ce sujet. Nous avons réuni des représentants de 67 pays et à l'issue de cette réunion ministérielle, un appel a été lancé pour une éducation justement sûre et inclusive, y compris pour les jeunes LGBTI. Cet appel a été soutenu jusqu'ici par 56 pays et nous avons aussi, au cours de cette réunion, lancé le document dont vous voyez la couverture sur la diapo et qui s'appelle Au grand jour et qui est un document de référence dont j'utiliserai beaucoup de données pendant cette présentation. Donc, l'UNESCO est devenue l'agence des Nations Unies leader et l'agence multilatérale leader dans ce domaine. On travaille, comme je le disais, sur toutes les formes de violence en milieu scolaire. Vous voyez aussi le rapport qu'a mentionné Michel Bonsa, qui a été publié en 2019, qui est un rapport de référence sur justement toutes les données qui existent sur les différentes formes de violence en milieu scolaire dans le monde. Donc, je vais passer maintenant à la première partie de cette présentation qui est l'état des lieux. Et je voudrais commencer en vous présentant cette infographie qui présente les données sur la prévalence du harcèlement et de la violence physique en milieu scolaire dans les différentes régions du monde. Ces données, elles sont disponibles grâce à 2 enquêtes internationales qui sont menées dans environ 140 pays. Donc, je ne vais pas commenter les chiffres des différentes régions. Si vous venez de régions en dehors du Canada, vous pouvez voir ce qui se passe dans vos régions respectives. Je veux juste commenter les chiffres globaux. À l'échelle mondiale, près d'un élève sur 3 a été harcelé au cours du mois précédant l'enquête. C'est environ 32% des élèves qui ont subi une forme de harcèlement de la part d'autres élèves pendant un ou plusieurs jours, pendant le mois qui précède les enquêtes que j'ai mentionnées. Les proportions sont à peu près les mêmes pour les violences physiques. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas du tout d'un phénomène marginal. On parle vraiment d'un pourcentage très important d'enfants et de jeunes qui sont victimes de harcèlement et d'autres formes de violence, y compris les violences physiques. Alors maintenant, je voudrais vous poser une question et je vais demander à Vanessa Fournier de lancer la question sur Zoom. Donc, je vais vous demander de répondre rapidement à la question suivante et après, on verra les résultats, les pourcentages s'afficher sur l'écran. À votre avis, dans quel environnement la violence fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou expression de genre est-elle la plus répandue? Au sein du cercle d'amis, dans la collectivité, à l'école ou dans la famille? Voilà, vous pouvez répondre. Donc, 54% d'entre vous ont dit que la majorité, c'est à l'école, après dans la famille, collectivité, cercle d'amis. Super, merci. Donc, voilà je vais passer à la diapo maintenant. Ici, on voit les résultats d'une étude qui a été menée dans plusieurs pays européens dans les années 2000. Et vous voyez en effet qu'à une écrasante majorité, c'est à l'école que les élèves LGBT sont les plus à même d'être victimes de discrimination ou de violence. Alors, il faut noter que contrairement au harcèlement en général ou aux violences physiques, on ne dispose pas de données globales qui sont comparables
pour un très grand nombre de pays. Donc, vous avez vu les chiffres auparavant, j'ai cité ces 32% pour le harcèlement. Mais dans les enquêtes internationales, la prévalence du harcèlement ou d'autres formes de violence basées sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, ce type d'information n'est pas collecté. Et en fait, il y a peu de pays qui collectent des données au niveau national, c'est-à-dire avec des échantillons qui sont représentatifs. Malgré cette absence de données globales, toutes les données en provenance de différentes régions du monde montrent sans exception qu'une forte proportion d'élèves LGBT sont victimes de violences en milieu scolaire et plus fréquemment que les élèves hétérosexuels. Voici, je vous donne quelques exemples. Vous voyez sur la diapositive des pourcentages venant de pays européens. Justement, la plus grande enquête qui a été menée dans 28 pays européens auprès de 93 000 personnes LGBT montre que 68% d'entre elles ont déclaré avoir subi des commentaires ou des comportements négatifs dans les établissements d'enseignement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité ou expression de genre. Aux États-Unis, c'est 85% des élèves LGBT qui ont fait état de harcèlement verbal au cours de l'année précédant l'étude qui donne ce chiffre. En Australie, 61% des jeunes LGBT font état de harcèlement, de violences psychologiques. Au Mexique, la première enquête nationale sur le harcèlement homophobe, qui a été menée en 2012, a montré que 75% des garçons homosexuels, 50% des filles lesbiennes et 66% des élèves transsexuels ont subi une forme quelconque de harcèlement à l'école. Donc, vous voyez que ce sont des chiffres qui sont très élevés. Et là, maintenant, je voudrais vous poser une autre question qui concerne le Canada. Donc, je vais demander à Vanessa Fournier d'afficher la question. Et cette fois-ci, donc, je vais vous demander de choisir une réponse à la question suivante. À votre avis, quel pourcentage d'élèves entend quotidiennement des remarques homophobes au Canada? 55%, 70%, 85%, 35%. Et vous avez dit 70%, c'est la majorité, 44% d'entre vous, et ensuite 30% ont dit 55%. Eh bien, encore une fois, c'est à croire que vous êtes très très bien informés, ou certains d'entre vous ont déjà vu la présentation auparavant. Vous avez raison, c'est bien 70% des élèves au Canada qui entendent quotidiennement des remarques homophobes. Bon, alors, ces données viennent de notre rapport de 2016, ce qui veut dire qu'elles ont pu évoluer depuis. C'est intéressant, ce qui est intéressant aussi de noter, et ça transparaissait un petit peu dans les données que j'ai partagées auparavant, c'est que il existe des différences parmi les catégories d'élèves non identifiés comme hétérosexuels en termes de vulnérabilité aux violences en milieu scolaire. Par exemple, plusieurs études montrent que ce sont les garçons qui sont gays qui sont les plus exposés au harcèlement. Viennent ensuite les garçons bisexuels, comme vous le voyez sur les données de l'étude qui apparaît sur la diapositive. Et ceci montre à quel point la transgression des normes de masculinité peut provoquer la violence. Dans une étude réalisée, là je reviens au Canada, réalisée au Canada en 2008 sur des élèves entre 14 et 17 ans, 33% des élèves de sexe masculin déclaraient avoir subi un harcèlement lié à leur orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou supposée, y compris certains garçons qui ne se considéraient pas du tout comme gays ou bisexuels.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur cette notion d'expression de genre, qui est vraiment un motif de violence, même s'il n'y a pas identité, orientation sexuelle ou identité de genre affirmée. Et puis, d'autres études montrent que les élèves transgenres sont aussi vraiment très exposés aux violences en milieu scolaire. Et ce sont plus les élèves transgenres en transition du genre masculin vers le genre féminin. Et là aussi, on voit encore l'importance de cette transgression de la masculinité. Là encore, je vais vous donner quelques données du Canada. Ce sont des données récentes, puisque c'est une étude de 2019, je crois. Et vous voyez à quel point, donc c'est une enquête canadienne sur la santé des jeunes transgenres et non binaires. Et vous voyez donc les pourcentages dans cette infographie qui montrent combien ces jeunes sont fréquemment la cible de harcèlement, ainsi que de menaces et d'agressions physiques. Alors, maintenant les conséquences, et j'en finirai, ça sera la fin de cette première partie. Donc, les conséquences, eh bien, elles peuvent être à la fois éducatives et en matière de santé physique et mentale. Je vais vous donner quelques exemples, là aussi, venant de différents pays, avec des pourcentages. Une étude européenne a, par exemple, établi que près de la moitié des jeunes LGBT interrogés évitent de participer à certaines activités scolaires parce qu'ils ont peur d'être harcelés ou parce qu'ils ont été harcelés durant ces activités. En Thaïlande, 31% des élèves harcelés parce qu'ils sont ou sont perçus comme étant LGBT se sont absentés de l'école au cours du dernier mois. Donc, beaucoup d'absentéisme lié au harcèlement. En Argentine, une étude sur des personnes transgenres a indiqué que 45% d'entre elles avaient abandonné l'école avant la fin de leur scolarité. Et des études menées dans différents pays montrent une forte corrélation entre le harcèlement, le manque de concentration en classe et des résultats scolaires plus faibles. Si on regarde maintenant les conséquences sur la santé, eh bien, les études montrent que, et ça sont des études qui sont menées dans pas mal de pays, montrent que les élèves LGBT victimes de harcèlement ont un risque accru d'anxiété, de stress, de sentiment de solitude, perte de confiance en soi, faible estime de soi, automutilation, tendance à développer des addictions, dépression et suicide. Et là, on voit, vous le voyez en bas de la diapo, on a des études menées là aussi dans différents pays, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, aux États-Unis, qui suggèrent que les jeunes, les élèves, les jeunes LGBT en général, ont entre 2 et 5 fois plus de risques d'avoir des pensées suicidaires ou de faire une tentative de suicide que leurs pères hétérosexuels. Pour moi, quand j'ai vu cette statistique pour la première fois, j'avoue qu'elle m'a beaucoup dérangé. Enfin, elle me dérange toujours d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir ce pourcentage en tête. Et ce qui est important, je le disais un peu au début, c'est de comprendre que les violences qui visent les jeunes LGBT, elles ont des conséquences sur les autres élèves, sur la communauté éducative en général. Par exemple, dans une enquête qui a été réalisée encore une fois au Canada, c'était en 2008, eh bien, 58% des élèves hétérosexuels ont fait part de leur désarroi face aux remarques homophobes entendues à l'école. Voilà, donc voilà pour la première partie, ce panorama international sur la prévalence, sur la nature des violences,
sur les conséquences des violences qui visent les élèves LGBT. Donc, c'est pas, j'ai oublié de préciser, on a très peu de données sur les élèves intersexués. Il y a quelques études maintenant, mais c'est pour ça que pendant la présentation, j'ai toujours parlé d'élèves LGBT. Bon, le panorama que j'ai dressé auparavant, c'est un panorama qui est très préoccupant, qui est déprimant, mais la bonne nouvelle, c'est que des réponses existent. Il y a des pratiques prometteuses, des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre dans de nombreux pays, et l'UNESCO a documenté ces pratiques pour les partager avec le plus grand nombre de pays. Et donc, après en avoir fait une analyse approfondie au cours des dernières années, nous avons élaboré ce que nous appelons une approche éducative globale pour répondre au harcèlement et plus généralement aux violences en milieu scolaire, quel que soit le motif qui guide ces violences. Et nous avons aussi analysé les mesures plus spécifiques qui permettent, celles-ci, de répondre spécifiquement aux violences basées sur l'orientation sexuelle, sur l'identité ou l'expression de genre. Et en novembre dernier, nous avons présenté cette approche éducative globale lors d'une conférence internationale sur la lutte contre le harcèlement entre élèves. Et vous voyez sur la diapositive la couverture du document qui rassemble un certain nombre de recommandations qui ont été élaborées par un comité scientifique. Alors, cette approche, vous voyez certaines des caractéristiques sur la diapositive. Pour nous, c'est une approche qui doit être mise en œuvre, qui est d'abord holistique ou complète, et je vais présenter les composantes de cette, les différentes composantes qui font que l'approche est complète ou holistique. C'est une approche à mettre en œuvre au niveau national ou infranational, ou au Canada, où l'éducation est décentralisée par province. Ce serait par exemple au Québec. Elle doit garantir que les initiatives scolaires locales reconnaissent l'importance de l'interconnexion entre les écoles et la société au sens large. Les actions sont centrées sur les élèves et c'est une approche dans laquelle le système éducatif joue un rôle déterminant parce que dans les études qu'on a menées, on a toujours vu que dans les pays où la prévalence du harcèlement diminue ou des violences physiques diminue ou reste à un niveau bas, c'est parce que les autorités éducatives jouent un rôle absolument fondamental. Alors, voilà les 9 composantes de cette approche éducative globale que j'ai mentionnée. Je ne vais pas les détailler maintenant, vous pouvez le regarder rapidement. Ce que je vais faire dans la suite de la présentation, c'est pour chacune de ces composantes d'écrire les mesures qui doivent être prises, surtout au niveau du système éducatif, et puis préciser les mesures qui doivent être mises en place pour lutter plus spécifiquement contre les violences homophobes ou transphobes. Et je vais donner des exemples de différents pays. Alors, première composante de cette approche éducative globale, eh bien, c'est la nécessité d'un leadership politique fort et aussi d'un cadre juridique et politique solide. Je le disais, dans tous les pays dans lesquels nous avons constaté que la prévalence du harcèlement et des violences physiques diminuait ou était basse, eh bien, il y avait un leadership très, très fort, en particulier au niveau du ministère de l'Éducation, mais parfois même au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, au niveau de la présidence de la République. Et sur la diapo, vous pouvez voir à gauche les exigences qui sont applicables à la lutte contre le harcèlement en général, et sur la droite en bleu, celles qui sont spécifiques aux violences qui ciblent les élèves LGBT.
Alors, je viens de parler du leadership essentiel pour impulser une réponse forte. Il y a aussi évidemment des lois, des cadres, des lignes directrices qui peuvent être déclinées, qui doivent être déclinées au niveau local, au niveau des établissements scolaires. Et ces lois doivent être adaptées aux nouvelles formes d'agression à l'école, telles que le cyberharcèlement. Alors, si on examine les éléments spécifiques au harcèlement homophobe et transphobe ou aux violences homophobes et transphobes, eh bien, il est important d'insister sur le fait que toutes ces politiques doivent mentionner expressément la question des violences qui visent les élèves en raison de leur orientation sexuelle ou de leur d'expression de genre ou identité de genre. Ce qu'on a vu dans certains pays, c'est qu'il y a d'excellentes politiques de lutte contre le harcèlement qui sont génériques, mais s'il n'y a pas mention du harcèlement homophobe et transphobe, eh bien, la tendance est que ça va être ignoré, ça va être invisible. Et autre chose qui est importante, c'est j'y reviendrai, l'importance d'impliquer les élèves qui sont LGBTI dans l'élaboration des politiques. Alors, vous voyez un diagramme au centre de la diapositive. Ce sont des données qui ont été collectées en Australie et aux États-Unis. Elles ont été publiées entre 2010 et 2015 et elles mettent en évidence la corrélation entre des politiques éducatives inclusives et un risque moindre que les élèves LGBTI soient l'objet de remarques blessantes, soient victimes de violences ou envisagent ou tentent de s'automutiler ou de se suicider. Donc on voit le lien entre ce cadre politique, ce cadre législatif et la diminution des violences homophobes. Alors, un exemple, vous voyez deux pays, je parlerai juste par exemple de la Suède. En Suède, il y a une loi sur la discrimination de 2009 qui interdit expressément la discrimination et les violences fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre dans le domaine de l'éducation. Et cette loi oblige les établissements du pré-primaire jusqu'aux universités à prendre des mesures contre la violence pour la prévenir ou aussi pour y répondre si elle survient. Alors maintenant, deuxième composante. Eh bien, une autre composante essentielle de cette approche éducative globale pour lutter contre les violences en milieu scolaire, c'est la formation des enseignants et le soutien aux enseignants. Ils doivent être soutenus par la formation initiale et continue, mais aussi par des actions de mentorat, par l'accès à des ressources telles que des matériels pédagogiques appropriés. Tout ça pour favoriser un environnement scolaire qui est centré sur l'élève et qui est un environnement bienveillant. Alors, en ce qui concerne les violences homophobes et transphobes, ce qu'on constate, c'est qu'une formation générique sur la prévention des violences ne suffit pas. Il faut mettre à profit les formations initiales et continues pour que les enseignants puissent se familiariser avec des contenus relatifs à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'expression de genre. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que plutôt que des formations magistrales, il faut privilégier des formations interactives, participatives, pour permettre aux enseignants de réfléchir à leurs propres valeurs, à leurs attitudes, au langage qu'ils utilisent, au comportement, puisque évidemment, il peut y avoir des enseignants homophobes, transphobes, mais il peut y avoir aussi des enseignants qui, faute de sensibilisation, vont utiliser un langage qui n'est pas approprié ou vont laisser passer
des insultes homophobes, transphobes, alors que grâce à une formation spécifique, eh bien, ces enseignants vont pouvoir avoir les compétences pour déjà identifier les incidents de violence homophobe et transphobe, pour signaler ces incidents aux autorités, pour aussi pouvoir écouter les élèves qui en sont victimes ou qui en sont témoins. Et évidemment, dans le cas des violences homophobes et transphobes, ces formations sont capitales pour que les enseignants n'aient pas eux-mêmes des attitudes qui impliquent un jugement de valeur qui, évidemment, empêcherait les élèves qui sont victimes de pouvoir se confier ou de pouvoir signaler les violences dont ils sont victimes. Alors, c'était la deuxième composante. Bon, voilà un exemple en Australie. En Australie, il y a un cours qui s'appelle Société Éducation. Il est obligatoire pour obtenir certains diplômes d'enseignants au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Et il a pour objectif d'initier les enseignants aux questions justement relatives à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre à l'école. Et le cours, il doit les encourager à reconnaître leurs idées préconçues concernant les personnes LGBTI et aussi à les familiariser avec les approches qui concernent le genre et la sexualité. Troisième composante de notre approche, eh bien, pour réduire le harcèlement, on va parler aussi des programmes scolaires, des matériels pédagogiques et du curriculum en général. Donc, on va en parler, il faut que les écoles fournissent un climat scolaire, comme je l'ai dit, centré sur l'élève et bienveillant. Et donc, les programmes, les contenus, la façon d'enseigner, les matériels pédagogiques doivent y contribuer. Comment ? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons établi une classification des programmes scolaires par rapport aux questions qui touchent l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en les plaçant sur un spectre qui va de programmes hostiles à des programmes qui sont des programmes valorisants. Donc, les programmes hostiles sont par exemple des programmes qui vont inclure des messages négatifs sur l'homosexualité, sur les personnes LGBTI. Les programmes valorisants sont des programmes, des matériels pédagogiques qui vont inclure des messages positifs. Évidemment, on note là aussi une corrélation, c'est-à-dire que plus les programmes, plus on ira vers la gauche du spectre, plus cette, violence, et on avait la question sur la violence institutionnelle, c'est-à-dire plus les programmes, les matériels vont institutionnaliser une vision négative des personnes LGBTI, de l'homosexualité, de l'identité de genre non conforme aux normes courantes, plus évidemment cela va autoriser, légitimer des violences commises par les élèves ou par les enseignants, ou même parfois les encourager. Donc, il est vraiment important de travailler sur ces programmes, de travailler sur ces matériels pédagogiques. En fonction des pays, ceci peut être fait dans le cadre de cours d'éducation à la citoyenneté, l'enseignement sur les droits humains, l'instruction civique, l'éducation à la santé, l'éducation sexuelle, et dans certains pays, comme par exemple les pays scandinaves, c'est souvent fait de façon transversale dans toutes les matières. Par exemple, prenant des exemples dans les cours d'histoire de personnes marquantes qui étaient homosexuelles, qui étaient bisexuelles, etc. Alors, un exemple rapide, aux Philippines, le gouvernement a promulgué en 2013 une loi sur la santé qui s'appelle une loi en matière de procréation,
qui rend l'éducation sexuelle obligatoire. Et donc, le ministère de l'Éducation travaille avec des ONG en vue de définir des normes minimales en matière d'éducation sexuelle qui permettraient, dans les programmes, de parler de violences fondées sur le genre et de violences homophobes et transphobes. Passons à la composante suivante. C'est l'environnement dans les établissements. Alors, on parle ici d'environnement physique et psychologique. Bon, c'est très important que pas simplement les enseignants, mais tout le personnel des établissements soit sensibilisé et assure de façon globale un environnement physique et psychologique qui soit exempt de violence, qui soit bienveillant. Alors, il faut qu'il y ait, ça n'implique pas le manque d'autorité, mais on parle d'autorité démocratique. Il faut que les chefs d'établissement puissent donner des relations un exemple, que puisse donner l'exemple, pardon. Et quand il s'agit d'environnement, il y a des questions spécifiques et particulièrement délicates quand il s'agit des élèves transgenres. Pour favoriser leur inclusion, il est important de faire respecter le choix des élèves concernant, par exemple, leur nom, leur prénom en particulier, leur prénom, leur habillement, leur apparence extérieure. C'est-à-dire ne pas imposer à un petit garçon qui fait sa transition, qui devient une petite fille, de lui imposer d'utiliser le prénom qu'il avait en tant que petit garçon. Donc ça, ce sont des choses importantes et il faut qu'il y ait des procédures pour valider. Il faut que le personnel soit sensibilisé. Il faut aussi, quand il y a une volonté de préserver l'intimité des élèves qui font une transition de genre au début, eh bien, il faut qu'il y ait des procédures pour préserver cette intimité. Et là encore, il faut comprendre que si l'environnement institutionnel est perçu comme hostile aux élèves transgenres, aux élèves qui font une transition, eh bien, pour les autres élèves et pour le personnel, ils comprendront qu'il est normal d'être hostile à ces élèves transgenres. Alors, quelques exemples, eh bien, on voit que, par exemple, en Europe, il y a de plus en plus d'établissements qui introduisent des sanitaires non genrés, ce qu'a de l'Espagne, la Slovénie. Donc, je parlais de l'utilisation du prénom. C'est le cas de plus en plus au Portugal, en France, en Espagne, dans certaines autonomies. Autre composante, c'est, pardon, je suis un petit peu perdu dans mes composantes. Alors, on parle maintenant des mécanismes de signalement des cas de violence et du soutien. Bon, ce qu'on recommande en général, c'est qu'il y ait un personnel chargé du suivi du harcèlement, qu'il y ait des mécanismes bien identifiés, bien connus de tous, pour signaler les cas de harcèlement et de violence en général. Et il faut évidemment qu'il y ait des systèmes de soutien, soit dans les établissements, soit en dehors des établissements, mais en lien avec les établissements scolaires. Et j'arriverai très rapidement au cas des élèves LGBTI ou perçus comme tels. Eh bien, pour eux, ce qui est important, c'est qu'ils puissent signaler les incidents dont ils sont victimes en toute confiance, sans avoir forcément à révéler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et sans se sentir jugés. D'où l'importance de former les enseignants et les autres personnels qui vont être en charge de recueillir les témoignages des élèves. Et puis évidemment, là aussi, dans le cadre du soutien, que ce soit par exemple counseling, comme on dit en anglais, eh bien, il faut que les personnes, même si ce sont des enseignants ou les responsables du soutien dans les écoles, dans les collèges, il faut que ces personnes soient formées aux questions
d'orientation sexuelle, d'identité de genre, pour que lorsqu'elles vont accueillir les enfants, elles prennent en compte la globalité de la problématique qui leur est soumise. Alors ici, un exemple eh bien, de différents, qui viennent de différents pays, ça existe au Canada. Ce sont ces espaces de soutien entre élèves qu'on appelle par exemple des alliances gays hétéros. C'est ces clubs qui sont gérés par les élèves eux-mêmes, dans lesquels les élèves peuvent exprimer leur orientation, leur identité, suivant toutes les nuances dont on parlait tout à l'heure, sans avoir peur du jugement des autres élèves et pour, disons, booster, si je peux dire, pas en français, l'estime de soi. Autre chose qui est important, une autre composante, c'est l'importance pour tous les acteurs de la communauté scolaire de travailler ensemble. Ici, vous voyez toute une liste. Je vais insister un petit peu sur les parents et les associations de parents d'élèves. Parce que ce qui se passe, c'est s'il y a des initiatives de lutte contre les violences en milieu scolaire qui sont mises en place, et en particulier des initiatives de lutte contre les violences homophobes et transphobes, si au sein du foyer, au sein de la famille, les parents diffusent des messages qui sont tout à fait différents, eh bien, les élèves vont se retrouver en porte-à-faux et vont avoir des conflits de valeurs. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'impliquer les parents, surtout certains parents qui peuvent avoir des attitudes très conservatrices, entre guillemets, par rapport aux questions d'orientation sexuelle. C'est pas forcément évident de les impliquer, mais ce sera encore plus compliqué d'avoir un impact sur leurs enfants si eux-mêmes ne sont pas impliqués dans les actions. Autre composante, et j'en parlais un petit peu avant, c'est l'implication des élèves. Et ici, quand on parle des élèves, c'est vraiment tous les élèves. Toutes les études sur les réponses efficaces aux violences et surtout au harcèlement ont montré que le rôle des témoins de violence est fondamental. Il n'y a pas généralement de violence et en particulier de harcèlement uniquement entre deux élèves. Il faut toujours qu'il y ait un groupe pour que la personne qui harcèle ou les personnes qui harcèlent aient une sorte de public qui va justement leur permettre d'affirmer leur pouvoir, d'affirmer leur force. Donc, si les élèves qui peuvent être témoins de harcèlement ou tout autre acte de violence sont sensibilisés, eh bien, ils vont pouvoir agir. Déjà, ils vont agir en disant, en n'étant pas témoins, ou s'ils sont témoins d'un acte de harcèlement ou de violence, eh bien, ils vont pouvoir intervenir. Et évidemment, dans le cadre des violences homophobes et transphobes, il est très important d'impliquer de façon visible les élèves LGBT dans la mise en œuvre et dans la conception des stratégies de prévention. Alors, je vais passer parce que je pense qu'il faut un peu de temps pour les questions à la fin. Donc, je pense qu'on arrive presque à la fin d'ailleurs. Autre composante, c'est la collaboration entre le système éducatif et les autres secteurs. Je sais que aujourd'hui, parmi les participants, il y a des gens qui travaillent dans le système éducatif, mais il y a aussi des gens qui viennent de la protection de l'enfance, de la justice, etc., de la santé. C'est vraiment important pour prévenir et pour répondre aux violences en milieu scolaire que toutes ces personnes travaillent ensemble. Et dans le cadre des violences homophobes et transphobes, en dehors des collaborations entre les différents acteurs que vous voyez sur la diapositive, il est important d'impliquer des associations, des ONG qui représentent les personnes et les jeunes LGBT en particulier, qui aussi travaillent sur les droits humains, qui travaillent sur les questions
d'éducation sexuelle, qui travaillent sur les questions de genre en général. Généralement, dans beaucoup de pays, ces ONG ont souvent pris beaucoup d'avance dans les actions de lutte contre l'homophobie et la transphobie, y compris en milieu scolaire. Alors, je vais passer cet exemple. Pour arriver à la dernière composante, c'est l'importance du suivi de la prévalence des cas de violence et l'évaluation des réponses. Donc, il faut, de façon générale, faire un suivi systématique des cas de violence, pas seulement pour mesurer la prévalence et l'évolution des statistiques, mais aussi pour comprendre la nature de ces violences, savoir qui est ciblé, qui sont les auteurs. C'est seulement quand on a ces données qu'on peut concevoir et planifier des interventions qui sont appropriées. Et puis, évidemment, il faut évaluer les réponses de façon régulière pour savoir si ces réponses sont efficaces. Alors, en ce qui concerne les violences homophobes et transphobes, eh bien, il faut que tous les instruments de collecte de données comprennent des indicateurs et des questions qui soient appropriées, qui concernent le harcèlement et les violences fondées sur différents motifs de discrimination, tels que l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre, qui soient aussi ventilés par âge, par sexe, de façon à déterminer qui, dans la population, parmi les jeunes LGBTI, Q, même on peut ajouter, sont victimes de violences. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que très, très peu de pays collectent ce type de données. Très, très peu de pays ont fait des évaluations, ce qui est problématique parce que souvent, des actions sont mises en place sans qu'on sache véritablement si elles sont efficaces ou pas. Alors, juste pour conclure, je voudrais revenir sur quelques caractéristiques de cette approche éducative globale. Tout d'abord, je veux insister sur, j'ai présenté ces 9 composantes. C'est pas un menu dans lequel on peut choisir des composantes ou des mesures, en délaisser d'autres. Toutes les composantes sont essentielles et normalement, elles devraient être combinées pour que les réponses aux violences en milieu scolaire et particulièrement aux violences homophobes et transphobes soient efficaces. Les mesures ponctuelles ne fonctionnent pas. Par exemple, si un pays organise une fois par an une campagne de sensibilisation avec des vidéos, des affiches, on peut être sûr que l'impact sera très limité et très limité dans le temps. La couverture est importante, c'est-à-dire que on ne peut pas simplement s'en tenir à des interventions dans quelques établissements, dans quelques districts éducatifs. Il faut que les ministères, que les autorités éducatives soient là pour soutenir tous les établissements scolaires avec, comme je le disais avant, des directives, des matériels, des ressources financières, évidemment. Et puis, il faut, encore une fois, que les élèves soient impliqués dans toutes ces actions. Quelque chose, et ça c'est quelque chose, j'étais à Montréal il y a quelques années, et j'avais discuté justement de ce qui se faisait en matière de lutte contre les violences en milieu scolaire, en particulier de violences homophobes et transphobes. Et il y avait des enseignants qui m'avaient dit, vous savez, nous, maintenant, on n'utilise plus cette approche de lutte contre les violences, parce que les enseignants, ils en ont assez des choses négatives. On utilise, au contraire, une approche positive qui va promouvoir le respect, le soutien, la création de climats bienveillants pour tous et toutes. Et vraiment, cette approche qui a été adoptée au Québec en particulier, puisque j'en discutais avec des acteurs de ces réponses au Québec, c'est vraiment la bonne approche.
La conclusion finale, conclusion des conclusions, pour cette réponse au niveau mondial, eh bien, c'est que finalement, il y a vraiment peu de pays qui ont une politique pour lutter contre les violences, dont le harcèlement fondé sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Certains pays ont adopté des mesures, mais très peu de pays ont une approche globale. Trop souvent encore, les initiatives sont globales, sont locales, pardon. C'est-à-dire c'est uniquement au niveau de certains établissements, grâce au leadership d'enseignants, de chefs d'établissement. Mais évidemment, on ne peut pas faire diminuer la prévalence en travaillant uniquement au niveau de quelques établissements. Quelque chose que j'ai déjà signalé, c'est important pour l'UNESCO, puisque nous travaillons avec 193 pays, c'est le manque de données qui sont collectées de façon systématique et standardisée. Ce qui fait que, évidemment, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, eh bien, le phénomène, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de pays, reste invisible. Alors, il faudrait que ce soit plus le cas. Évidemment, il y a beaucoup d'obstacles culturels, socioculturels et politiques. Et c'est dommage parce que on a des données, par exemple, qui nous ont permis de montrer que dans un grand nombre de pays, eh bien, la prévalence du harcèlement et des violences physiques a diminué. Et par exemple, on avait, je crois, 71 pays pour lesquels on a des données sur plusieurs décennies. Donc, dans, je crois, 35 pays, on a vu que cette prévalence avait diminué, mais malheureusement, on ne sait pas si elle a diminué pour les élèves LGBT ou si elle reste élevée. Et ça reste donc une grosse lacune pour pouvoir agir efficacement. Donc, vous voyez ici les liens des deux documents que j'ai mentionnés, du site de l'UNESCO. Je veux remercier les personnes qui m'ont aidé à préparer cette présentation, Sylvain Segui et deux Québécois, enfin surtout une Québécoise, Rim Laoufi, qui est une des stagiaires sponsorisées par le gouvernement du Québec dont a parlé Monsieur Bonsin, et un autre stagiaire, le premier, Étienne Dufour, qui était avec nous dans mon équipe en 2019 et qui a beaucoup contribué au programme de l'UNESCO sur les réponses justement aux violences homophobes et transphobes en milieu scolaire. Voilà, donc je pense que heureusement, j'ai beaucoup parlé, mais qu'on a encore du temps pour les questions.